18h42, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. Catherine Ney est toujours là, notre ami Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune, Éric Revel. On accueille Aquilino Morel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes écrivain, vous êtes conseiller politique, vous avez été conseiller politique dans une autre vie, d'un certain François Hollande. Bon, voilà, vous n'avez pas fait que ça dans votre vie, non, mais quand même, ça compte. Dieu merci. Dieu merci. Vous avez écrit ce livre, La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Élysée, aux éditions Grasset. Bon, encore une fois, à titre prophétique, les aveugles, ils sont tous très très présents aussi. Vous aviez prédit ce qui est en train de se passer, Aquilino Morel? Ah, certainement pas la dissolution. Pas la dissolution, mais... Si ça avait été le cas, j'aurais sous-titré mon livre, non pas Marine Le Pen aux portes de l'Élysée, mais Jordan Bardella aux portes de Matignon. C'est inéluctable pour vous? Non, c'est pas inéluctable, mais ce que je veux dire, c'est que personne, enfin très peu de gens en tout cas, pouvaient concevoir cette décision. D'abord, le résultat tel qu'il s'est présenté à nous le soir du 9 juin des Européennes, et puis cette décision souveraine du président de dissoudre l'Assemblée nationale. Je crois qu'on pouvait le concevoir de manière abstraite, théorique, parmi les solutions qui se présentaient au président. Il y en avait d'ailleurs fort peu, mais qu'il l'employa aussi vite le soir même, et avec ce résultat, c'était quand même difficile à imaginer. Alors, on va engager la conversation. Éric Revel l'a fait pendant la publicité sur François Hollande. On va écouter Jean-Pierre Raffarin, il était notre invité hier soir. Il est extrêmement dur sur la décision de François Hollande de se présenter aux législatives. On vous laisse l'écouter, et puis je vous passe la parole ensuite. Jean-Pierre Raffarin. Je pense qu'il n'est pas à la hauteur de sa propre histoire, le président Hollande. Je pense que quand il a vécu ce qu'il a vécu, quand il a été empêché de faire un certain nombre de choses par les extrêmes, quand il a vu ce qu'était l'État, l'appareil de l'État, quand il a vu ce que c'était le terrorisme, quand il a vu ce que sont les difficultés qu'a l'appareil de l'État pour faire face à toutes les menaces qui pèsent sur notre République. Et aujourd'hui, s'engager avec les complices de ces menaces, je trouve ça vraiment pas à la hauteur de son propre parcours. J'ai été très franchement déçu par le président Hollande. Mais c'est ce en quoi il est décevant. Préparer 2027, de préparer son propre avenir. La question aujourd'hui, c'est pas son avenir, c'est l'avenir de la France. L'avenir de la France. Vous êtes déçu, vous aussi, ou pas, Aquilino Morel? Déçu, probablement, mais ce serait une déception, je dirais, permanente. En tout cas, pas surpris, parce que François Hollande a ceci de caractéristique. C'est un homme qui vit pour la politique. Et ses centres d'intérêt hors de la politique sont très réduits. Donc il a saisi la première occasion qui se présentait à lui, qu'il a estimée particulièrement favorable pour se représenter aux élections législatives en Corrèze. Il en rêvait depuis 2012 ? Oui, c'est très probable. Ça le regarde. On peut trouver ça décevant, pathétique. Enfin, ça, c'est chacun porte son jugement. Là où je serais réellement plus sévère, c'est de prendre l'alibi de la menace du RN pour se présenter. Parce que il faut tout de même être cohérent. Il n'y a pas seulement la question de dire avec qui allez-vous être élu. On dit toujours qu'il va être dans le même groupe que M. Poutou, que les amis de M. Mélenchon. C'est une chose, mais il ne faut pas oublier que c'est sous le quinquennat de François Hollande, entre 2012 et 2017, que le RN et Marine Le Pen ont pris leur envol. C'est à ce moment-là que la montée en puissance s'est traduite. Marine Le Pen, en 2012, elle n'est pas qualifiée au second tour de la présidentielle. Elle fait 17,9. Elle l'est en 2017. Et pendant tout le quinquennat, 2012-2017 de François Hollande, le RN n'a cessé d'obtenir des résultats énormes, premier au départemental, premier aux européennes, premier au régional. Pourquoi ? Parce que quand on a tourné le dos à son électorat populaire, quand on a tourné le dos à ses engagements pris lors du discours de Bourget, et qu'on mène une politique qui est complètement inverse de celle pour laquelle on s'est engagé devant le peuple, il n'est pas étonnant que celui-ci lui-même se détourne de vous et aille du côté de ceux qui soit prétendent défendre ce peuple, ou en tout cas affirment le faire, et évidemment lui apporter leur soutien. Donc c'est ça qu'ont fait de très nombreux Français de gauche. Et donc prendre le prétexte de la présence aujourd'hui menaçante du RN dans ces législatives, alors que soi-même, en tant que président, on a alimenté ce mouvement de progression continue, qui est historique, du RN en France, eh bien ça ne me paraît pas responsable. Jugement sans appel d'Aquilino Morel, Éric Revel. Vous êtes satisfait sur la réponse Hollande ? Étayée, structurée et bonne. Mais je voulais vous poser une question, Monsieur Morel. Là, vous imaginiez d'autres sous-titres à votre livre. Si vous aviez su, vous auriez pu dire Bardella aux portes de Matignon. Si on réfléchit un peu, on va se trouver dans une crise politique majeure, on est déjà. Est-ce que vous pourriez rajouter un chapitre à votre livre qui s'appellerait Emmanuel Macron vers la porte de sortie? Oui, enfin en tout cas, on pourrait consacrer un chapitre, j'aurais pu consacrer un chapitre supplémentaire
à l'histoire de cette dissolution et à ses probables conséquences, certainement. Mais encore une fois, le livre est paru en novembre. Qu'Emmanuel Macron renonce ? Pardon ? Ça peut être une conséquence d'une majorité introuvable à l'Assemblée nationale, de gouvernements qui sont renversés tous les 4 mois, d'une espèce de 4e, 3e République, et donc Macron qui est obligé de se démettre. Oui, bien sûr, dans ces conditions-là, si vous le dites de cette façon, ça peut être une conséquence, mais personne ne connaît le résultat. J'entends bien, et je lis depuis quelques jours partout, l'hypothèse selon laquelle la majorité il n'y aurait pas de majorité à l'Assemblée, la Chambre serait introuvable, comme on dit, avec en gros 3 blocs, le RN à 190 députés, le Front Populaire à 190, et puis une espèce de marais qui serait au même niveau. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais enfin, il est tout à fait possible aussi que le RN emporte la majorité absolue, ou emporte une majorité si proche de la majorité absolue que le résultat soit le même. Parce que j'entends bien M. Bardella dire « je ne gouvernerai que si j'ai au moins 289 députés ». C'est de bonne guerre. C'est la majorité absolue. Voilà. C'est de bonne guerre. 289 députés, c'est la majorité à l'Assemblée. Il y a 577 députés. C'est de bonne guerre. C'est une manière d'appeler à la mobilisation de son électorat et de dire « il faut me donner le plus de force possible pour arriver à Matignon ». Mais soyons pratiques. Si M. Bardella et le RN obtenaient 270 députés, 275 députés, vous croyez qu'il pourrait résister à la pression de dire « j'ai 275 députés, je suis à 15 voix d'avoir la majorité absolue et je n'irai pas briguer l'hôtel de Matignon ». Mais je pense qu'il faut être assez simple dans ces cas-là. La majorité, regardez, aujourd'hui, nous avons une majorité de 245 députés Renaissance. Il y a bien eu un gouvernement favorable au président de la République pendant 2 ans. Donc, je ne vois pas comment M. Bardella arriverait à tenir cette position. Aquilino Morel, on a entendu Olivier Faure, premier secrétaire du PS, dire Emmanuel Macron, c'est Néron. Il est en train de raser le paysage politique français. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Plutôt, si c'est Néron, c'est incendier Rome. Oui, incendier Rome, voilà. Qu'est-ce que vous dites, en fait, à M. Faure? Qu'il a vendu son âme en s'alliant à la France Insoumise dans le nouveau Front Populaire? Vous voulez me faire parler de M. Macron ou de M. Faure? Plutôt M. Faure. Ah. Je ne vous cache pas. D'accord. Non, M. Faure, enfin Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a fait un choix. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, ce choix est très large. Hein, hormis quelques personnalités, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, très peu de membres du Parti Socialiste ou d'anciens membres du PS, en l'occurrence c'est même 2 anciens premiers ministres, se sont exprimés contre cet accord. Parce que cet accord, il est, comment vous dire, c'est un accord pour sauver ce qui apparaît essentiel pour ces personnes, c'est-à-dire, d'une part, quand même, obtenir une majorité ou s'en rapprocher, et deuxièmement, cantonner le Rassemblement national, qui est considéré comme le péril suprême. Et donc, on ressuscite à cette occasion la glorieuse histoire de la gauche, du Front Populaire, Léon Blum, Léon Jouot, Maurice Thorez, dans des situations qui sont très difficilement comparables à tout point de vue. Bon. Mais ça renvoie chacun à sa manière de prioriser ses choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout, parce que c'est ce qui nous est présenté, la nécessité de lutter contre le fascisme, entre guillemets, de grands guillemets, ou l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Mais ce qui motive François Hollande, ça n'est pas au-delà de son destin personnel, même si les deux se mélangent, la volonté surtout, non pas de cantonner le RN, mais de cantonner Jean-Luc Mélenchon et d'empêcher que la gauche tombe totalement sous la domination de Jean-Luc Mélenchon. C'est possible, mais je ne crois ni à la perspective de François Hollande opérant un retour en 2027. Comme ça, je rassure Éric Revel, dormir tranquillement ce soir. Il ne se passera rien du côté de François Hollande en 2027. Et pourquoi? Il sera député. Parce que il sera député. Il l'a déjà été. Oui. Mais il ne se présentera pas? Ah non, il peut toujours essayer de se présenter. Je ne crois pas qu'il aura les conditions humaines et politiques pour le faire. Et quant à cantonner Jean-Luc Mélenchon, comme disent les jeunes, bonne chance. Oui. Catherine Ney? Non, mais c'est vrai, François Hollande ne s'est pas présenté parce que 82% des Français ne voulaient pas qu'il soit candidat. Il a vu que les conditions n'étaient là, le trou de souris alors était vraiment trop petit, trop étroit. Il a reparlé du trou de souris en pensant que... Bon, mais je crois que c'est très difficile pour quelqu'un qui n'aime que la politique, comme vous l'avez dit, puisse renoncer à un retour, parce que la nostalgie politique, pour un homme comme lui, c'est un emploi à plein temps. Et donc, ce qu'il aime, c'est séduire. Il sait qu'il a une capacité de séduction parce qu'il est drôle et qu'il a quand même, sauf le grand discours
dont vous avez fait allusion, là, à la porte son projet, le Bourget, qui était, là, mon ennemi est un invisible. C'est la finance. Ce qui était déjà pour cantonner Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, donc là, c'est comme ça qu'il avait mis la gauche en émoi, mais depuis, c'est vrai que il avait déçu tous ses amis. Enfin, pour aller dans le sens de Catherine Ney, quand on a été déjugé de la façon dont François Hollande a été déjugé, quand on a été empêché de se représenter, ce qui est une première dans l'histoire de la Ve République, aucun président qui souhaitait se représenter n'a été empêché de le faire, à part François Hollande. Imaginez un retour en 2027, surtout dans le contexte actuel, dans la donne politique actuelle, c'est farcesque. Oui. D'ailleurs, s'il avait réussi, jamais Emmanuel Macron n'aurait profité de cet espace pour se lancer. Une question de Geoffroy Lejeune. Oui, pour Aquilino Morel, vous n'êtes ni un marxiste ni un social-démocrate, vous êtes vraiment d'une gauche souverainiste, populaire, qui n'existe quasiment plus dans le paysage politique. Et puisque aujourd'hui, si on en croit les estimations faites en fin de semaine dernière par Le Figaro, si on appliquait les résultats des européennes aux élections législatives, même si on connaît évidemment le paramètre personnel, on aurait un peu plus de 500 second tours entre le bloc Front Populaire et le bloc Rassemblement National. 536 précisément. Exactement. Dans cette équation politique, vous vous situez comment ? La gauche que vous incarnez se situe comment ? La gauche que j'incarne, moi, très modestement, dont je suis le produit, elle est présente. Mais elle ne se retrouve pas dans l'offre politique qu'on lui soumet. Donc elle est ailleurs. Dans les partis, bien sûr, elle n'est plus là. Ça vous avait plu, son initiative ? Laquelle ? D'être candidat pour la gauche. Pas du tout. Pas du tout, parce que Raphaël Glucksmann, qui est un homme tout à fait estimable, sincère, convaincu, et dont on ne peut pas douter de l'honnêteté intellectuelle, est un fédéraliste européen. Et pour moi, c'est une ligne de césure fondamentale. Donc, M. Lejeune a eu l'amabilité de me décrire comme un souverainiste. Moi, ça m'amuse toujours d'être souverainiste dans un pays qui n'a plus de monnaie, plus de frontières, dont le budget est téléguidé. Ça m'amuse. Bruxelles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas fédéraliste. Et que je combats le fédéralisme européen, surtout le fédéralisme masqué de la plupart des acteurs de la vie politique française. Vous n'êtes pas représenté politiquement aujourd'hui dans l'offre qu'on connaît. Non. Alors vous votez quoi ? Par ailleurs, vaut-il mieux être un honnête homme comme Pierre Mendès France ou un François Mitterrand bref. Vous avez la réponse. Plus Florentin. Il vaut mieux être Pierre Mendès France et prenant le pouvoir. Parce que c'est la question qu'on peut poser entre Raphaël Glucksmann. La question, c'est prendre le pouvoir, c'est qu'est-ce que vous en faites ? Et quel est le résultat au final ? Ça aussi, mais pour en faire quelque chose, encore faut-il l'avoir gagné. Attendez, laissez-le répondre. Je vais me permettre d'affûter un peu la question de... Peut-être qu'il n'avait pas pensé à ça, mais moi j'y pense. Comment vous vous situez là ? Il y a un face-à-face le 7 juillet entre un candidat Rassemblement National et un candidat Front Populaire. Non seulement il y a pensé, mais c'était sa question. Larcher ou vous votez blanc. Gérard Larcher irait à la pêche. Oui, il a dit qu'il irait à la pêche. Alors, personnellement, déjà, je pratique peu la pêche, et encore moins la chasse. Deuxièmement, comme vous le savez, cher Éric Revel, le vote est personnel et secret. D'accord. Oui. Et troisièmement, il y a toujours un autre choix. Le vote blanc. Laurence, je vois que vous êtes... Non, mais je vous pose la question. Ça serait plutôt le vote blanc. Jean-Pierre Raffarin nous a dit exactement ça hier soir sur le plateau. Non, mais chacun fait ce qu'il veut, puis ça dépend aussi du candidat. Un candidat du Front Populaire et les filles, c'est pas un candidat du Front Populaire socialiste, vert ou communiste. C'est pas la même chose. Oui, mais si vous j'apporterai volontiers mon suffrage, je le dis tranquillement, à Fabien Roussel. Je ne le donnerai pas à Jean-Luc Mélenchon si c'est le sens de votre question. Allez, c'était le sens de la question d'Éric Revel. Aquilino Morel, la parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Élysée, aux éditions Grasset. Merci d'être venu ce soir sur CNews et Europe 1, où Pierre de Villeneuve nous attend pour Europe 1 Soir. Bonsoir Pierre. Oui, alors nous reparlerons bien sûr du viol de cette jeune fille de 12 ans parce que juive. Manifestation en ce moment devant l'hôtel de ville à laquelle assiste Sylvain Maillard qui nous rejoindra, et nous serons également avec l'insoumise Alma Dufour dans une heure. Merci beaucoup Pierre de Villeneuve sur CNews. Vous avez rendez-vous avec Christine Kelly et ses mousquetaires pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain avec Bruno Le Maire, donc invité de la matinale.